Pour vous dire les choses assez simplement, je suis en réalité ému d'être ici. Ému, pourquoi? Parce que ce sujet des services est un sujet qui me préoccupe depuis plus de 30 ans, vous voyez, avec bien entendu des difficultés à pouvoir faire entendre à la fois parmi les acteurs économiques, sociaux et institutionnels et politiques l'importance pour notre société, pour notre développement des activités de service. Et donc cette occasion de venir discuter avec vous est vraiment pour moi une occasion émouvante. C'est une préoccupation, comme vous le disiez en introduction, qui est très importante parce qu'elle relève de mutations qui sont des mutations structurelles. Alors juste une petite chose, ça relève en réalité de mutations structurelles qui, dans nos pays développés, démarrent dès le milieu des années 70. Oui, ce n'est pas une question de conjoncture. Ce n'est pas simplement une question des dernières années. C'est une question beaucoup plus profonde. Des mutations qui sont en cours, dont l'origine relève du milieu des années 70, qui est en même temps le milieu des années 70, l'émergence, l'invention de la puce et l'émergence du traitement informatique de l'information, et donc du développement numérique du traitement de l'information, qui va être un ressort de productivité dans les services et qui vont permettre aux services non seulement d'occuper une place importante dans l'emploi, mais surtout d'occuper une place motrice dans la création de valeur, c'est-à-dire, in fine, dans le PIB. Cette mutation structurelle, d'une certaine manière, Christian en a parlé précédemment, on peut le relever en termes d'emploi, on peut le relever en termes de valeur ajoutée, peut-être un point supplémentaire aussi en matière d'investissement. Est-ce que vous savez que les dépenses d'investissement des entreprises basculent vers les services à la fin des années 80, début des années 90? Les dépenses en investissement de services, on pourrait appeler des investissements d'ordre immatériel, sont plus importants que les dépenses en investissement en biens d'équipement, y compris dans les biens d'équipement en termes d'ordinateurs. Vous voyez combien, simplement en regardant cet aspect-là des choses, notre avenir, au regard des investissements, est dépendant du développement de ces activités de service. J'aimerais indiquer également que, et Christian l'a mentionné, donc je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'il indiquait, parce qu'ils sont très importants qu'on les ait en tête, mais juste indiquer que cette mutation structurelle a commencé à se développer dans les pays dits développés, de l'OCDE, mais progressivement à s'étendre à tous les pays, y compris les pays émergents. Je pense que cet après-midi, on va discuter de la Chine, pour montrer que même la Chine, alors que c'est un peu le bassin industriel du monde, eh bien même la Chine est confrontée à cette mutation. Mais moi qui viens assez souvent au Brésil, je repars demain pour comprendre les logiques de développement des pays émergents, y compris dans un pays comme le Brésil, les activités de services sont devenues les activités motrices du développement de ce pays. En d'autres termes, nous sommes, comme me disait le député qui nous a, Olivia Grégoire, qui a introduit cette séance, nous sommes déjà dans une économie de services. Nous sommes déjà dedans. La question, c'est, d'une certaine manière, de le reconnaître et d'essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements pour savoir comment faire évoluer nos politiques économiques. Alors, avant de rentrer dans cet aspect-là des choses, j'aimerais revenir sur un point qui concerne le débat sur la désindustrialisation. Je pense qu'il faut rompre avec cette logique de la désindustrialisation, ou qui est en fait un débat, on pourrait dire, décliniste. Le développement de cette économie de service n'est pas la fin de l'industrie. Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas la fin de l'industrie. C'est le début d'une autre industrie, d'une autre forme d'industrialisation, d'une autre dynamique industrielle. On peut faire une comparaison historique. La révolution servicielle dans laquelle nous sommes engagés, c'est à peu près la même, il y a 200 ans, 250 ans, la même révolution qui était la révolution industrielle. Est-ce que la révolution industrielle, c'est la fin de l'agriculture? Non. Non. C'est une autre agriculture qui s'est créée
au cours du XIXe siècle et du XXe siècle. Ce n'est pas la fin de l'agriculture, une autre. On est confronté à la même question, ce n'est pas la fin de l'industrie, c'est une autre industrie qui est à créer. C'est-à-dire, ici, de repenser la façon dont on va mettre l'industrie au service des services. Christian a très justement indiqué le fait que de plus en plus, les ménages s'intéressent moins à la propriété du bien, la propriété de la voiture, la propriété des biens, mais à l'usage des biens, à la performance d'usage des biens. C'est-à-dire, en quoi les biens rendent service ? Est-ce que le fait de détenir une voiture à Paris, 90% du temps dans un garage, rend service ? Est-ce que le fait d'utiliser tout seul une voiture dans des espaces urbains comme celui de la région parisienne rend service ? Non. Tout le monde le constate, non. Et donc, la question, ce n'est pas l'arrêt de l'automobile, c'est de repenser l'usage de l'automobile dans une vision plus vaste, qui est la question de la mobilité. En d'autres termes, comment l'automobile, le bien automobile, s'inscrit dans une perspective nouvelle de services, des services de mobilité, et qui vont être différents selon les territoires, parce que les conditions dans lesquelles on est mobile dans la région parisienne, à Nantes, ou dans des régions rurales comme les Pyrénées ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, nous avons besoin de penser le lien entre l'industrie et les services, mais pas simplement comme une juxtaposition. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un au service de l'autre. L'un au service de l'autre. Pensons l'industrie, c'est-à-dire la production de biens, au regard du fait de savoir si est-ce que ça rend service ou ne ça rend pas service, ou à quelles conditions cela rend service. Là, ça change la nature et le pilotage des entreprises, y compris industrielles. Bien entendu, cette inversion culturelle de qu'est-ce qui est moteur, qui est essentielle. Cette révolution culturelle, elle nous oblige aussi à nous intéresser à la question des spécificités des services. Il ne suffit pas de dire et de constater que nous sommes dans une économie de services. C'est un fait. Sauf à mettre la tête sous l'oreiller, c'est un fait. Il ne suffit pas de constater cela. Il faut essayer de comprendre en quoi le fait que les services deviennent moteurs pose des nouvelles questions de politique économique et de pilotage et de développement des entreprises. Et pour comprendre en quoi nous avons besoin de nouvelles politiques économiques et de nouvelles façons de piloter les entreprises, nous avons besoin de revenir sur la spécificité des services. En quoi les activités de services, la production de services, ce n'est pas la même chose que la production de biens. Quelles sont ces spécificités ? Alors, le temps est court, le temps, forcément, de nos échanges est limité, et donc je vais revenir sur quelques aspects qui me paraissent absolument centraux dans cette spécificité. Par exemple, vous voyez, les services sont toujours, pratiquement toujours, des activités de coproduction entre ceux qui sont dans l'entreprise de service et ceux qui bénéficient des services. C'est une coproduction entre prestataires et bénéficiaires. En d'autres termes, les bénéficiaires entrent dans l'activité du service, vont contribuer ou non à la productivité du service, vont contribuer ou non à la question de la qualité du service, vont contribuer ou non à la pertinence de service. En d'autres termes, tout ne relève pas de l'entreprise prestatrice, mais également des bénéficiaires. Cette relation, en fait, est une relation de service et pour l'essentiel, une relation humaine. Ça se passe de personne à personne, de groupe de personnes à groupe de personnes. C'est pourquoi, quand Olivia Grégoire indiquait que les services, c'est aussi la capacité de faire rentrer l'humain dans la dynamique économique, de renouer dans une perspective humaine de l'économie, c'est profondément vrai. Mais ça passe par quoi ? Ça passe par le rapport central de la relation de service. Or, cette relation de service, cette relation humaine, elle va mobiliser des ressources essentiellement immatérielles. La confiance.
la compétence des uns et des autres, les connaissances qui sont mobilisées par les uns et par les autres, la pertinence des formes d'organisation, la pertinence des associations d'acteurs. Ces ressources immatérielles deviennent stratégiques. Mais vous voyez, ces ressources immatérielles stratégiques posent des questions nouvelles aux entreprises comme au pouvoir public. Comment les évaluer? Comment les identifier? Comment les soutenir? Comment les développer? Cela pose des questions particulières parce que l'immatériel ne relève pas du métrique. L'immatériel ne relève pas du nombre. L'immatériel ne relève pas de la gestion. L'immatériel relève du sens, du mouvement, de la qualité des relations. Toutes choses essentielles dans la période actuelle, mais qui, vous voyez, sont des choses relativement difficiles à cerner et à prendre en charge. Nous avons besoin d'impulser une nouvelle démarche sur les questions de ressources immatérielles pour les rendre stratégiques et pour inventer des nouveaux dispositifs à la fois d'évaluation, des nouveaux dispositifs financiers, parce que c'est des risques particuliers, cet immatériel, ce ne sont pas les risques classiques. Et donc, le monde de la finance doit inventer des nouvelles ingénieries financières pour accompagner les entreprises dans ce développement plus immatériel que le passé. Je voudrais revenir sur une deuxième particularité, qui est la particularité de l'accessibilité. Pour acheter un bien, la plupart du temps, il faut avoir les moyens d'acheter ce bien. C'est un problème de solvabilité, comme disent les économistes. Si vous avez l'argent pour acheter le bien, ce n'est pas de problème, vous l'achetez. Quand on passe au service, c'est un peu plus compliqué. Bien entendu, pour les services marchands, il faut avoir le revenu. Mais ça ne suffit pas. En réalité, ça ne suffit pas. Il y a des conditions d'accessibilité qui sont essentielles à prendre en compte et dont la régulation va être un point central du développement des activités de service. Par exemple, il y a un problème qui relève du temps. Ici, nous sommes venus, il y a une synchronisation de notre temps. Vous êtes déplacés pour vous rendre dans cette assemblée, et pour moi, rendre service, d'autres rendent service. Et donc, on a un enjeu de synchronisation du temps. Malheureusement, la personne qui a été retenue, pour différentes raisons en bas, perd ce qui se dit, ce qui s'échange. Et bien entendu, on va pouvoir lui ramener plus tard, grâce à ces techniques, un retour sur les échanges. Mais la dimension humaine de ce qui se joue dans ces échanges, la particularité des regards que vous m'adressez, la particularité du regard que je vous adresse, cette spécificité de la relation de l'instant qui a une valeur économique, va lui échapper. Ici, la question de la régulation du temps devient un élément central dans la synchronisation. Mais l'accessibilité ne se limite pas à ça. L'accessibilité, c'est aussi une accessibilité géographique. Vous savez très bien comme moi qu'il y a besoin dans une forme de proximité. Les déplacements posent des problèmes pour le développement des services. Et donc, ici, il y a la question de la mobilité va être un élément central de l'accès aux services. La facilité de la mobilité va être un élément central de l'accessibilité. Et puis enfin, l'accessibilité ne relève pas que de ces enjeux, mais aussi d'enjeux culturels. Pourquoi? Parce qu'en fait, le service est une promesse. Il faut comprendre la promesse. Il faut croire à la promesse. Il faut avoir confiance dans la promesse. Si vous ne comprenez pas très bien ce qui va se jouer dans le service, si vous avez une conscience mitigée dans le prestataire de service, si vous avez une représentation de ce que peuvent être les effets utiles vagues, vous n'allez pas vous engager dans la dépense de service. C'est vrai pour les entreprises dans le B2B, mais c'est vrai aussi entre les entreprises de service et les citoyens, c'est-à-dire les consommateurs, comme certains les appellent, c'est-à-dire pas seulement des consommateurs, mais des gens qui sont actifs dans leur rapport au service. Vous voyez, toutes ces spécificités posent des problèmes, interrogent le pilotage des entreprises. Si vous continuez à piloter l'entreprise comme une entreprise industrielle, vous passez à côté de la capacité de son développement. Si vous continuez à piloter votre entreprise sans donner aux ressources immatérielles un caractère stratégique,
vous vous limitez, vous vous contraignez, vous limitez votre capacité créatrice, votre capacité de développement. Tous ces éléments demandent, vous voyez, à repenser les enjeux, notamment les enjeux de régulation de cette économie. Et je voudrais souligner l'importance, cette fois, des territoires, et notamment des territoires infranationaux. Nous sommes dans une assemblée, dans des locaux de l'Assemblée nationale, plutôt une approche nationale ici. Le député est immédiatement revenu sur des politiques. Mais on voyait, quand je l'écoutais, je me disais, bon, c'est bien ce qu'il a annoncé, on ne pas compte. Mais on est quand même loin du compte. On est quand même très, très, très loin du compte. Bon, voilà, je dirais au besoin, mais si vous voulez, on est très loin du compte. On va traiter toutes les entreprises de la même manière. Mais pas du tout, justement pas. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est que justement, il y a des problèmes particuliers qui sont posés par les services qu'il faut identifier et prendre en charge. Pas de la même manière, madame la députée. Pas de la même manière. Donc revenons, discutons de la spécificité de ces services et de la particularité des régulations qu'il faut mettre en place. Et là, le rôle des territoires infranationaux est un rôle essentiel. Essentiel. Dans la confiance entre les acteurs. Je vois mes amis de la propreté qui sont là. On voit bien le rôle du territoire dans la confiance entre les acteurs de la propreté et ses clients. Dans la proximité, dans la possibilité d'inventer ensemble des nouvelles solutions, des nouvelles perspectives. La proximité est ici une ressource stratégique. Et donc, les questions que pose la régulation territoriale de ces activités est fondamentale. On reprendra peut-être ça dans nos discussions, on reprendra peut-être ça dans les propositions, y compris de loi par la suite. Mais oui, l'État national peut avoir un rôle, mais mesdames et messieurs, les territoires infranationaux sont stratégiques dans cette affaire. Alors c'est vrai, ce n'est pas complètement le lieu de dire que dans l'Assemblée nationale, de dire attention, c'est surtout dans les territoires infranationaux. Il faut le dire, parce que c'est le réel, mais ça ne dédouane pas d'enjeux qui sont nationaux. Et je vais en prendre un, j'ai terminé là-dessus, j'espère ne pas trop dépasser mon temps. Je vais en prendre un qui est la question de l'innovation. Nous avons aujourd'hui une politique d'innovation qui passe par les pôles de compétitivité et toute une série d'initiatives qui sont en fait le résultat d'une politique nationale. Dans des rapports entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la R&D, qui est en fait soutenue par des éléments de politique nationale qui, de mon point de vue, ne répondent pas aux enjeux de l'innovation dans les services, ou pour dire les choses autrement, ne répondent pas à l'enjeu de l'innovation servicielle. C'est utile dans des innovations qui portent essentiellement sur la technologie. C'est assez utile pour pouvoir créer des rapports entre les sciences expérimentales, la physique, la chimie, la biochimie et d'autres, avec la R&D. Ce n'est pas inutile, mais on est loin du compte par rapport aux services. Parce que ce qui se joue principalement dans les services, c'est les logiques d'agencement d'acteurs, de confiance entre acteurs. C'est les logiques de coopération entre acteurs. Et donc, derrière, c'est les logiques qui concernent l'innovation institutionnelle, les règles, les conventions, qui supportent, conduisent à la stabilisation de nouveaux rapports. Nous avons besoin d'innover en matière institutionnelle, en matière d'organisation de ces agencements d'acteurs. Et nous avons besoin d'innover de telle manière que les consommateurs, ici les bénéficiaires des services, que ce soit des citoyens ou des entreprises, contribuent à l'émergence de cette innovation. Et là, on a besoin, si vous voulez, de désectoriser l'innovation. On a besoin de faire en sorte que l'innovation s'intéresse de manière transverse à plusieurs secteurs en même temps. Innover, par exemple, dans la question de la mobilité. Ce n'est pas une innovation uniquement dans l'automobile. Ce n'est pas uniquement une innovation dans les transports publics. Ce n'est pas simplement une innovation dans la question de l'informatique. C'est une capacité d'envisager de l'innovation transverse à l'ensemble de ces secteurs. Ce que vous avez appelé, Christian, la sphère de croissance, les sphères de croissance, dans mon jargon, j'appelle ça les sphères d'activité ou les grandes sphères fonctionnelles. Regardons quels sont les grands enjeux fonctionnels de notre vie, la mobilité, la santé. Mais ces grands enjeux ne demandent pas une spécialisation. Au contraire, ça demande une innovation qui rentre dans l'intersectoriel.
Et donc, il faut sortir des pôles de compétitivité, sortir de cette façon d'envisager l'innovation fondée uniquement sur la technologie et créer de nouveaux dispositifs institutionnels, plus territorialisés, plus adaptés aux besoins et aux demandes des territoires, et alors engager des formes de coopération renouvelées entre les sciences, les technologies, les entreprises et les citoyens. Je terminerai peut-être juste là-dessus. En fait, nous sommes en face d'une révolution. On peut ne pas la regarder et continuer comme avant. Bon, je partage les inquiétudes, on va dire, des déclarations du ministre des Finances, mais s'il revient en arrière, tant mieux, parfait. Mais on sent bien que ce n'est pas simplement lui qui est. On sent bien qu'il y a toute une série d'acteurs qui pensent qu'il veulent continuer comme avant, et pas regarder le réel. On peut passer à côté de ce réel. Mais si on passe à côté de ce réel, on passe à côté des opportunités de développement que présentent les activités servicielles, on passe à côté de redonner du sens à l'économie, on passe à côté de la question d'un sens qui est lié aussi aux enjeux écologiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Christian Duterte pour ce plaidoyer énergique et engagé et matinal. C'est important ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, en effet, la place des services, elle n'est plus à dire, elle n'est plus à affirmer. Elle est là et elle ne se construit plus en opposition, mais en transition de modèles sociaux, transition de politique économique. Et cette transition, elle se fait en produisant autrement, avec des modèles de coproduction, vous l'avez dit. Elle se fait aussi en valorisant autrement, en faisant autrement, avec des ressources immatérielles qu'il va falloir identifier, qu'il va falloir monétiser aussi. Et puis elle se fait en faisant autrement, avec une ingénierie du lien, de l'accessibilité à construire. Et que ça, évidemment, pour le faire, c'est pas des logiques d'ajustement, c'est des logiques de changement de modèle et qui se jouent, c'est très intéressant, vous le dites, à différents niveaux de régulation et de stratégie, le niveau territorial et le niveau institutionnel, parce que c'est là que les modèles changent et c'est là que les silos se cassent. Deux petites questions très rapides. Finalement, vous dites qu'il faut penser autrement. Pour les entreprises actuelles, elles ont un vecteur, elles ont un moyen pour penser autrement. C'est trois lettres un peu qui datent, mais qui sont un peu magiques, RSE. Et on se dit que les entreprises, finalement, peuvent penser leur stratégie dans ces approches de production autrement, de valorisation autrement, à travers justement la RSE. Et on se rend compte que la RSE ne porte pas tant que ça des révolutions de modèles et des changements de stratégie. En quoi est-ce qu'elle pourrait mieux servir, finalement, à cette approche que vous défendez ? La RSE, en réalité, à l'origine, c'est la responsabilité des entreprises sur un plan social. Puis ensuite, la responsabilité s'est étendue à la question environnementale. Et donc, l'enjeu a été posé en termes de responsabilité. Toute la question est de savoir si la façon de poser ce problème en termes de responsabilité est une façon suffisante, ou s'il y a besoin d'aller plus loin et d'inviter les entreprises à revisiter leur modèle économique. Le modèle économique, ce n'est pas simplement le modèle de revenus. Ce n'est pas simplement la façon dont on fait des affaires. Ce n'est pas simplement la façon dont on récupère, par soit des subventions, mais surtout le marché, un revenu qui permet d'investir et de rémunérer les forces qui sont engagées dans l'entreprise. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la capacité de dessiner des services, des solutions de biens-services qui sont utiles. Donc de revisiter la question de l'utilité, de la pertinence des solutions qui sont proposées. Ce n'est pas simplement non plus cette question. C'est aussi une réinterrogation sur les formes d'organisation du travail. La façon dont le travail peut ou ne pas donner sens aux uns et aux autres. C'est la façon dont repiloter l'organisation du travail. C'est la façon, troisième dimension, d'envisager la question des ressources. L'économie circulaire est intéressante pour envisager les ressources matérielles dans une autre forme que simplement l'extraction, l'utilisation et les déchets. Mais c'est qu'un aspect des affaires. Les ressources matérielles des entreprises sont qu'un élément de la dimension des entreprises. Toute la question, c'est comment développer les ressources immatérielles, mobiliser ces ressources immatérielles.
Et donc la question des ressources est une question très importante du modèle économique. Mais vous voyez, avec les ressources immatérielles, on a quelque chose de très spécifique. Jusqu'à maintenant, avec les ressources matérielles, il fallait faire des économies de ressources, il fallait faire des gains de productivité pour utiliser le plus efficacement ces ressources matérielles. Mais avec les ressources immatérielles, il ne faut pas être économe. Il faut au contraire s'engager dans leur développement, parce que l'expérience du travail, l'expérience de la production, l'expérience du lien avec les bénéficiaires est l'occasion de développer ces ressources immatérielles. Et donc, vous voyez, l'un des enjeux, c'est de revisiter le modèle économique des entreprises. C'est d'ailleurs un des objets de mon laboratoire. Parce que vous avez dit, ATVI serait un cabinet. Non, nous sommes un laboratoire de recherche. C'est-à-dire nous faisons des recherches, mais en lien avec les entreprises, en lien avec les institutions et les territoires. Et nous accompagnons les entreprises. Nous travaillons à peu près avec 250 entreprises à l'heure actuelle. Nous accompagnons les entreprises de telle manière que justement ces entreprises trouvent les moyens de revisiter leur modèle économique et pas se limiter simplement à la responsabilité. Mais c'est une entrée. C'était dit ce matin par Christian Nibourel. L'un des enjeux de la journée, c'est d'arriver à une feuille de route un peu de propositions à porter. Et à l'Assemblée nationale, Dieu sait que ça a résonance. Pour vous, puisqu'il faut changer le modèle, puisque ça passe par de l'innovation territoriale et de l'innovation institutionnelle, quel serait le projet de loi qui serait nécessaire, bienvenu pour amener à ce changement d'échelle les acteurs économiques et politiques? Si vous voulez, la transition, c'est à la fois une vision différente du passé, une forme de culture différente du passé. De ce point de vue-là, il y a une forme de rupture. Mais en même temps, ce n'est pas une rupture opérationnelle. Il y a besoin de mettre les choses en mouvement de manière pragmatique, posée et par étapes. Et donc, il faut faire attention avec la notion de rupture. On peut changer, comme Copernic, la façon de voir, penser l'économie. Quand on passe à l'opérationnel, alors on est obligé d'avoir des logiques d'étapes. Et de ce point de vue, on a besoin de faire la preuve que ce que l'on engage comme innovation, c'est bien des innovations qui sont pertinentes. On peut critiquer le passé, on peut critiquer la situation actuelle, mais quant à créer quelque chose de nouveau, c'est plus compliqué. Et là, nous avons besoin de démonstrateurs. Nous avons besoin d'espaces qui font la démonstration que ce que l'on engage est pertinent. Je prends la question de l'innovation. Sortir des pôles de compétitivité pour introduire des nouvelles logiques d'innovation, introduire les sciences sociales dans l'innovation, réintroduire la question de l'expérience dans l'innovation comme une question centrale, introduire les logiques de coopération entre secteurs, c'est une proposition. Nous avons suffisamment d'exemples là pour montrer que c'est possible, mais nous aurions besoin d'une loi, un peu comme la loi sur les territoires zéro chômeur, qui est une loi d'expérimentation qui permette de protéger, dans un certain nombre de cas, des initiatives qui vont apparaître pertinentes pour les entreprises de services, les territoires et les citoyens. Je prends un deuxième exemple. On ne peut pas développer des formes de développement des activités de service sans coopération entre ces entreprises et les pouvoirs publics. Mais alors, comment faire avec les appels d'offres? Comment faire avec ce système qui fonctionne pour l'industrie, mais extrêmement mal pour les services? Il faut sortir des appels d'offres. On ne peut pas avoir des logiques de coopération entreprise-territoire sur un moyen long terme sans sortir des appels d'offres. Mais vous comprenez tout de suite la résistance. Comment sortir des appels d'offres? Comment inventer une nouvelle forme de coopération qui ne tombe pas non plus sous les manigances locales? Comment inventer une perspective qui ne relève pas de l'appel d'offres tout en initiant quelque chose qui ne relève pas de la malversation? Ça, c'est une question institutionnelle nouvelle que nous avons besoin d'expérimenter. Alors, nous, notre laboratoire, nous avons déjà expérimenté un certain nombre de choses, mais il y a besoin de l'expérimenter à plus grande échelle. Nous avons besoin donc de lois particulières qui sont des lois d'expérimentation à partir de démonstrateurs. Et je veux vous le dire, beaucoup de territoires sont preneurs. Merci beaucoup Christian Dutertre, on vous remercie beaucoup.